Il semble que le goût des livres croisse avec l'intelligence, un peu en dessous d'elle, mais sur la même tige. Sur la lecture de Marcel Proust. Télérama Radio. Épisode 10. Cette conception d'une vérité sourde aux appels de la réflexion et docile au jeu des influences d'une vérité qui s'obstient par lettre de recommandation et que vous remette en main propre celui qui la détenait matériellement, sans peut-être seulement la connaître, d'une vérité qui se laisse copier sur un carnet. Cette conception de la vérité est pourtant loin d'être la plus dangereuse de toutes. Car bien souvent pour l'historien, même pour l'érudit, cette vérité qu'ils vont chercher au loin dans un livre est moins à proprement parler la vérité elle-même que son indice ou sa preuve, laissant par conséquent place à une autre vérité qu'elle annonce ou qu'elle vérifie et qui, elle, est du moins une création individuelle de leur esprit. Il n'en est pas de même pour le lettré. Lui lit pour lire, pour retenir ce qu'il a lu. Pour lui, le livre n'est pas l'ange qui s'envole aussitôt qu'il a ouvert les portes du jardin céleste, mais une idole immobile, qu'il adore pour elle-même, qui, au lieu de recevoir une dignité vraie des pensées qu'elle éveille, communique une dignité factice à tout ce qui l'entoure. Le lettré invoque en souriant en l'honneur de tels noms qu'il se trouve dans Villardouin ou dans Boccace, en faveur de tel usage qu'il est décrit dans Virgile. Son esprit, sans activité originale, ne sait pas isoler dans les livres la substance qui pourrait le rendre plus fort. Il s'encombre de leur forme intacte qui, au lieu d'être pour lui un élément assimilable, un principe de vie, n'est qu'un corps étranger, un principe de mort. Est-il besoin de dire que si je qualifie de malsain ce goût, cette sorte de respect fétichiste pour les livres, c'est relativement à ce que seraient les habitudes idéales d'un esprit sans défaut qui n'existe pas, et comme font les physiologistes qui décrivent un fonctionnement d'organes normal tel qu'il ne s'en rencontre guère chez les êtres vivants. Dans la réalité, au contraire, où il n'y a pas plus d'esprit parfait que de corps entièrement sain, ce que nous appelons les grands esprits sont atteints comme les autres de cette maladie littéraire, plus que les autres, pourrait-on dire. Il semble que le goût des livres croisse avec l'intelligence, un peu en dessous d'elle, mais sur la même tige. Comme toute passion s'accompagne d'une prédilection pour ce qui entoure son objet, a du rapport avec lui, dans l'absence lui en parle encore. Aussi les plus grands écrivains, dans les heures où ils ne sont pas en communication directe avec la pensée, se plaisent dans la société des livres. N'est-ce pas surtout pour eux, du reste, qu'ils ont été écrits? Ne leur dévoilent-ils pas mille beautés qui restent cachées au vulgaire? À vrai dire, le fait que des esprits supérieurs soient ce qu'on appelle livresques ne prouve nullement que cela ne soit pas un défaut de l'être, de ce que les hommes médiocres sont souvent travailleurs et les intelligents souvent paresseux. On ne peut pas conclure que le travail n'est pas pour l'esprit une meilleure discipline que la paresse. Malgré cela, rencontrer chez un grand homme un de nos défauts nous incline toujours à nous demander si ce n'était pas au fond une qualité méconnue. Et nous n'apprenons pas sans plaisir qu'Hugo savait qu'Anne-Curce Tacite et Justin Parker, qu'il était en mesure, si on contestait devant lui la légitimité d'un terme, d'en établir la filiation jusqu'à l'origine par des citations qui prouvaient une véritable érudition.
J'ai montré d'ailleurs comment cette érudition avait chez lui nourri le génie au lieu de l'étouffer, comme un paquet de fagots qui éteint un petit feu et en accroît un grand. Maeterlinck, qui est pour nous le contraire du lettré, dont l'esprit est perpétuellement ouvert aux 1000 émotions anonymes communiquées par la ruche, le parterre ou l'herbage, nous rassure grandement sur les dangers de l'érudition, presque de la bibliophilie. Quand il nous décrit en amateur les gravures qui ornent une vieille édition de Jacob Katz ou de l'abbé Sandrus. Ces dangers, d'ailleurs, quand ils existent, menaçant beaucoup moins l'intelligence que la sensibilité, la capacité de lecture profitable, si l'on peut ainsi dire, est beaucoup plus grande chez les penseurs que chez les écrivains d'imagination. Schopenhauer, par exemple, nous offre l'image d'un esprit dont la vitalité porte légèrement la plus énorme lecture, chaque connaissance nouvelle étant immédiatement réduite à la part de réalité, à la portion vivante qu'elle contient. C'était Sur la lecture de Marcel Proust. Télérama Radio.